Lantin comme Clémentin, d'ailleurs, ce sont deux personnages qui sont rémunérés par les services secrets tchèques, qui fabriquent des fausses infos. Ils ne font pas que ça, ils font surtout du renseignement, ils vont chercher des infos. Et là où ces journalistes ont une lourde responsabilité, c'est qu'ils interfèrent dans la géopolitique. Par exemple, Clémentin du Canard enchaîné reçoit comme mission d'écrire un faux article qui va enfoncer un coin entre la France et l'Allemagne qui sont en train de se rapprocher. Et il écrit un article dont on voit l'original, en fait, à la STB, écrit par les Tchèques. C'est le même article publié dans le Canard enchaîné. C'est un faux complet. Tu parles à un moment donné, j'aimerais qu'on parle d'un couple de hauts fonctionnaires et de policiers, les Lecomte. Lecomte, qui est donc un des conseillers du préfet de police de Paris à l'époque, c'est monsieur Papon. Et il y a un passage qui, moi, m'a amusé, c'est quand tu dis, d'après ces notes blanches, une speakerine très en vue aurait des relations homosexuelles tarifées avec des filles du bois de Boulogne. Le rejeton d'un leader communiste serait lui aussi homosexuel et fréquenterait des bars pour invertis. Mais je veux dire, ils se servent de ça. On a l'impression d'être dans Dossier 51, le film de Deville. Concernant la nomination de Dominique Auffal à l'Organisation pour le développement des échanges Nord-Sud, entre parenthèses, l'Audense. Nous vous chargeons de recueillir tous éléments d'information sur Dominique Auffal. Un consul du Venezuela fait l'objet d'une plainte pour attentat à la pudeur. Un représentant de la Ligue arabe déroberait l'argent de son mouvement pour s'offrir des week-ends torrides avec sa secrétaire. Un fonctionnaire de l'ONU de nationalité tchèque soupçonné d'être un espion a été mis sur écoute. Ça, c'est très important pour les Tchèques, comme information. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un type qui est un de leurs officiers espion pour l'OTAN. Qui est surveillé. Un officier de l'OTAN perdrait de l'argent dans des cercles de jeu, etc. Là aussi, lui, on peut aller le recruter. Donc c'est énorme ce qu'il donne comme info. Alors, je reçois aujourd'hui le recordman du monde des vues à Blast. C'est vrai qu'on s'est vu, alors tu me l'as rappelé tout à l'heure, il y a 1 an et demi, 2 ans, en décembre c'était décembre 21. En décembre 21, pour la mafia d'État. Tu es toujours dans une sorte de réflexion sur comment fonctionne le pouvoir. Et là, je te reçois pour donc Vincent Jauvert pour À la Solde de Moscou, toujours chez Au Seuil, le même éditeur. Donc là, on est sur un livre que moi j'ai dévoré parce que il n'y a pas de révélation actuelle, scoopesque, etc. Mais ça raconte 30 années d'histoire de France, de Pompidou, De Gaulle, et comment, alors c'est surtout ça, et on fait des rapprochements avec le présent et aujourd'hui, comment la Russie, Moscou, infiltre les démocraties, comment ils s'y prennent auprès des journalistes et des hauts fonctionnaires, etc., pour choper des informations et surtout pour désinformer. Et c'est en cela que le livre est une... Enfin, moi, je l'ai dévoré, quoi. Tu vois, j'ai pris plein de notes et donc on va en parler et on va essayer de battre notre record de 2 700 000 vues, quoi. Donc, oui, comment c'est venu? Comment tu tombes sur ces archives de la STB, la Sûreté d'État tchèque, donc qui est quand même à la solde de Moscou, eux qui aussi. Est complètement à la solde du KGB. C'est une filiale du KGB, donc le service de renseignement soviétique. C'est la filiale tchécoslovaque. Ils ont des conseillers soviétiques à la tête. Pour le moindre mouvement qu'ils entreprennent, ils demandent l'autorisation de Moscou. Quand ils veulent recruter quelqu'un, ils demandent l'autorisation de Moscou. Donc voilà, c'est la filiale tchécoslovaque du KGB. Comment j'ai fait? C'est un hasard, comme toujours dans ce genre d'affaires. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, on a parlé de Mehdi Ben Barka. C'était l'affaire Ben Barka. L'affaire Ben Barka, un opposant marocain dans les années 60 qui se fait kidnapper et tuer en France. Et un historien tchécoslovaque révèle que Mehdi Ben Barka était aussi un agent à la solde de Moscou via le même service de renseignement tchécoslovaque, via la STB. Et donc, je lis cet article. Dans cet article, il est question de 2 journalistes français qui ont participé à la manipulation d'informations au moment où il a été enlevé. Et donc, je téléphone à cet historien qui me dit, écoutez, voilà, moi, j'ai les archives... Yann Koura, il s'appelle. Ah oui. Et j'ai tout le dossier d'un type du Canard enchaîné, qui s'appelle Jean Clémentin, qui était à l'époque... Le rédacteur en chef. Rédacteur en chef politique, qui deviendra ensuite le grand rédacteur en chef, celui qui a fait du Canard enchaîné ce qu'il est aujourd'hui, enfin, jusqu'à récemment. Et
Et lui était un agent payé par la STB, ce Clémentin, du Canard enchaîné, pour donner des informations, mais aussi pour mettre de fausses informations dans le Canard. Et là, en l'espèce, il avait inventé de toutes pièces le rôle de la CIA dans le kidnapping de Ben Barka. Donc j'ai enquêté sur cet homme-là, sur Clémentin. Ça avait fait pas mal de bruit au moment où c'est sorti, au Nouvel Obs, où j'étais encore, quand on avait fait une sur l'espion qui venait du Canard. Et après, j'ai continué pour un livre. Et donc, je suis allé à Prague. J'ai travaillé avec une formidable traductrice qui connaissait bien les archives aussi, donc qui pouvait m'orienter. Et petit à petit, on a accumulé comme ça des dossiers sur des Français. Parce que les archives sont en accès libre. Sont en accès libre. Au bout de combien de temps, de tout de suite ou comment Celle-là, c'est leur grande spécificité, c'est que la Tchécoslovaquie, la Tchéquie est le premier pays au monde à avoir ouvert ses archives jusqu'en 89, c'est-à-dire jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et donc, avec l'arrivée de Václav Havel. Avec l'arrivée de Václav Havel. Et c'est pour ça que ce sont des archives très pures par rapport à d'autres pays d'Europe de l'Est où certains communistes étaient restés. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point elles sont crédibles ou pas. Celles-là, on sait qu'elles sont propres. Parce que ce sont des hommes d'Havel qui ont tout de suite pris les archives, les ont mis dans des coffres, et ensuite, ils ont commencé à les ouvrir d'abord du point de vue intérieur, donc c'était ça qui les intéressait, les Tchèques. Qui informait qui, sur qui, les voisins, tout ça, tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, sur leur renseignement extérieur, donc les activités d'espionnage à l'étranger. Et ça a été ouvert depuis plusieurs années, et c'est les seuls. En tout cas, ce sont les premiers. Les Polonais s'y mettent aussi. Ce sont les premiers. Et donc, on a une matière incroyable, unique au monde, où on a au jour le jour l'action des espions de l'Est. Ça se présente comment ? Enfin, comment que tu arrives dans un endroit et ces archives sont classées comment et où ? Enfin, comment alors au début, ce sont des clés USB. C'est-à-dire des clés USB où tu as des photocopies en quelque sorte, ou des PDF de tous les documents. Et tu demandes des dossiers. Et au départ, tu as une liste de noms de tous les agents, avec en face leur vrai nom et les noms de code. Donc, on a tâtonné comme ça en voyant les noms français. On regarde. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que la résidence de la STB, c'est-à-dire le lieu où se retrouvent tous les agents de la STB à l'ambassade tchécoslovaque, cette résidence tenait un rapport annuel avec tous les noms d'agents, avec ce qu'ils faisaient à Paris, avec ce qu'ils faisaient. Il suffisait ensuite de chercher les dossiers des agents pour trouver. Voilà. Petit à petit, comme ça, on a constitué, on a su comment fonctionnait. Tu dis on parce que tu parles de ta traductrice. Oui, parce qu'on était deux. Ben oui, moi, je ne pouvais pas le faire tout seul. Et donc, entre fin des années 50 et fin 89, donc ça fait sur 30 ans, on a au jour le jour, c'est incroyable, ça n'existe nulle part ailleurs, l'action des services secrets d'un pays chez nous. Avec, on vise un tel, comment est-ce qu'on va faire pour le recruter ? Bah oui, tu décris ça minutieusement. C'est incroyable. Mais ça t'a pris combien de temps de cette pré-enquête avant de... 6 mois à peu près. Ah oui, donc tu as passé beaucoup de temps à Prague. Non, pas tant que ça, parce que je te dis, on avait des clés USB, et donc on téléchargeait. Ouais. Cette amie, Sarah, téléchargeait, m'envoyait sur mon écran. Et ensuite, soit elle me traduisait les plus importants, soit pour certains dossiers qui semblaient moins importants, il y a des systèmes sur Google, incroyable, Google Trad. Oui, je sais. Mais qui traduit... Le tchèque, mais le tchèque, c'est une langue particulière ? Oui. C'est le tchèque. D'accord. Non, mais je pensais que ça ressemblait au russe ou que c'était... Non, c'est une langue particulière. C'est une belle langue, le tchèque. Non, mais j'avoue mon inculture. Oui, c'est une langue slave, oui. C'est pas le hongrois. Alors, ton livre est constitué d'histoires, quoi, avec les prénoms Franck, Lino, Eman, qui sont puis il y a des photos au milieu, Samo, enfin, qui sont les noms de code que donnent les services secrets tchèques à leurs correspondants français, quoi. Ouais, leurs agents. Alors, t'ouvres le livre, parce que j'aimerais qu'on parle de lui, puisque ça a fait un peu polémique, sur Gérard Carrérou, quand même, qui fait aujourd'hui les beaux jours ou les mauvais jours, ça dépend comment on se place, de CNews. Il est constamment présent, quoi. Et alors, à te lire, on s'est dit, drôle de zig que ce Carrérou, puisqu'il est quand même approché, et puis, on peut dire embauché.
Recruté, oui. Recruté. Pas comme agent. Je sais qu'il s'en défend, mais quand même. Non, mais pas comme agent, je l'écris tout à fait, mais comme collaborateur de confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de rentrer dans la clandestinité. À l'époque, il est quoi ? Il est rédacteur en chef politique d'Europe 1. C'est un cofondateur toi tu t'en souviens, les éditeurs les plus âgés s'en souviennent, du Club de la Presse. Bien sûr. Le fameux Club de la Presse. J'étais invité moi-même au Club de la Presse. Alors, tu vois. Je l'ai croisé dans des émissions il y a très longtemps. Et donc Gérard Carrero, oui, il a accepté de rentrer dans une relation clandestine avec quelqu'un dont il dit qu'il était de ses amis, ce qui est étrange parce que avant 81, il ne le connaissait pas, et en 85, il a arrêté de le voir, et entre les deux, ils se sont vus 37 fois. Mmh. Cet homme-là était le numéro 2 de la résidence de la STB à Paris, et il se présentait comme un modeste employé du service de presse de la Tchécoslovaquie. Et donc, Carrero a vu cette rédacteur en chef de la principale radio politique en France à l'époque. Oui, Europe 1, c'était la plus grosse radio. De loin, et lui, il était rédacteur en chef politique, et il voyait toutes les 6 semaines, parce que les services y tiennent à cette régularité, on tient mieux quelqu'un comme ça, toutes les 6 semaines, pendant plusieurs années, ce modeste employé. Pourquoi ? Gérard Carrero ne donne pas d'explication, et moi, l'explication que je donne, parce qu'elle est dans les archives, tout simplement, et j'ai mis des centaines de documents, parce qu'ils étaient en relation de renseignement, tout simplement. Et toi, après, tu as les comptes rendus. J'ai les comptes rendus. Tous les comptes rendus. et les Tchèques étaient très, très précis. La DST, donc le contre-espionnage français, était considéré comme les meilleurs, à l'époque, de l'Est, en dehors des Russes. Les meilleurs, les plus professionnels. Ça représente combien de monde à Paris, à l'ambassade, ou de gens, en tout cas, d'agents d'espions tchèques en France? C'est pas énorme, alors pour les illégaux, on ne sait pas trop, mais une dizaine. Une dizaine. Et donc ils ont chacun des informateurs. Ouais, et il y a des grades dans les. Il y a l'informateur qui n'est pas au courant, qui n'est pas conscient. C'est la masse, c'est toi, c'est moi, ça nous est arrivé forcément de rencontrer des diplomates dont on ne savait pas qu'ils étaient des officiers de renseignement et qu'on a vu 1 ou 2 fois dans notre vie. Il y a le collaborateur de confiance, donc comme Carrero, ceux qui savent, mais qui ne se mettent pas sous les ordres d'eux. Oui, ce qui est le cas de Carrero. Voilà, ce qui est le cas de Carrero, qui sont payés ou ils ne sont pas payés. Carrero n'était pas payé, il recevait quelques cadeaux. Des vases de cristal. Des vases de cristal, etc. Et ensuite, il y a l'agent qui, lui, se met sous les ordres stricto sensu. Dans le bouquin, il y en a ou deux qui sont gratinés. Ouais. Et qui étaient rémunérés au mois, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois le SMIC. Alors, Carrero, à l'époque, il informe sur quoi ? Il est détenteur de quel type d'information qui peut intéresser la Tchéquie et Moscou ? Alors, il voyage avec Mitterrand. Il va à l'étranger avec Mitterrand, donc il sait qui est important dans l'entourage de Mitterrand. Il rapporte les éléments du voyage. Par exemple, quand ils vont à Moscou, le moment où Mitterrand fait sa fameuse sortie sur Sakharov, le grand opposant, le grand dissident, dans les murs du Kremlin, c'est très courageux. Lui, Carrero, au retour, prévient les Tchèques du fait que le grand rabbin de France, qui était du voyage, lui avait dit qu'il y avait une synagogue, petite synagogue, à côté du siège de l'OTAN, où allaient les soldats, les militaires juifs américains pour prier. C'est une information importante parce que, du coup, les types de la STB tchécoslovaque écrivent à Bruxelles en disant « ça, c'est pas idiot, on pourrait envoyer quelqu'un pour essayer de recruter des militants, des agents juifs à l'OTAN dans cette synagogue. » Et puis, la STB lui demande des choses. Et il va chercher l'information. En tout cas, selon les rapports de la STB, qui, dans d'autres cas, dans tous les autres, disent la vérité. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne dirait pas la vérité pour ça. Par exemple, il demande à Carrero quelle est la personne ou quelles sont les personnes en France qui travaillent sur la guerre des étoiles. Tu te souviens, la guerre des étoiles, c'était ce grand projet de Reagan qui a en fait abouti à
au bouclier antimissile, le projet énorme. Il y avait des Français qui travaillaient dessus, c'était top secret. Et Carrérou leur dit, écoutez, je suis allé à l'Élysée, j'ai posé la question, et on m'a dit que c'était un tel. En l'espèce, je peux le dire, parce qu'il l'a écrit, c'était François Hesbourg, qui est maintenant très connu comme géostratège, mais qui à l'époque n'était pas du tout connu. Et il dit, il y en a un autre que j'ai connu au PSU, parce que Carrérou, qui est aujourd'hui revendiqué très à droite, venait de la gauche et du PSU. Et il dit, j'ai connu quelqu'un au PSU qui maintenant travaille de manière secrète au Quai d'Orsay sur la guerre des étoiles. Donc il donne des noms, donc des gens qui peuvent être susceptibles d'être recrutés. Ce qui n'est évidemment pas le cas d'Hesbourg, de l'autre, je ne sais pas qui c'était. Et tout à l'encan, donc il donne des informations soit spontanément, soit à la suite de demandes. Et à un moment, il est inquiet parce que il dit à son agent, à son officier traitant, qui rencontre toujours dans de bons restaurants, il lui dit, écoutez, là, vous me voulez encore des informations militaires, mais je ne peux pas aller chercher des informations que seulement 10 personnes connaissent. Et d'ailleurs, il commence à se méfier de moi au ministère de la Défense. Mmh. Donc, voilà, il sait qu'il est pris dans un truc qui est... Parce que justement, quand il va changer de boulot... Parce qu'après Europe 1, il change, non? Il va à TF1, ou je me trompe? Non, là, il monte. Il monte à Europe 1. Il monte. Je pense qu'il monte pour plusieurs raisons. Enfin, qu'il arrête pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il monte, donc il a moins de temps. Ensuite, parce que, tu te souviens peut-être, en 84, 83 ou 84, on a expulsé... Tout l'Occident a expulsé des dizaines et des dizaines d'officiers de renseignement soviétiques. À ce moment-là, ça s'est tendu énormément entre les Occidentaux et les services de renseignement de l'Est. Et les gens de la DST, du contre-espionnage français, sont allés voir les journalistes en disant « méfiez-vous ». Et donc, il a compris qu'il fallait qu'il fasse gaffe. Il le dit, d'ailleurs. Il le dit. Il faut que je fasse attention maintenant, parce que... Il dit aussi, pour sa défense, que je l'ai entendu un peu, d'abord, il te traite de gestapiste. Oui, ce qui est une injure publique, donc il mériterait de l'attaquer, mais bon. Et il dit que cet agent traitant, qui ne connaît pas, bluffe. Et c'est vrai qu'on est dans un... Je vais essayer de me faire l'avocat de Carrérou. On est dans un univers un peu interlope, où c'est un peu un théâtre d'ombre, puisque toi, tu as accès à des archives où ces agents font les comptes rendus quotidiens de leurs rendez-vous, etc. Mais on peut peut-être imaginer que certains cadeaux qui ont été faits ou certains comptes rendus sont gonflés, et que l'agent traitant s'en met un petit peu dans les poches ou invente des histoires pour se faire mousser auprès de sa hiérarchie. Qu'est-ce qui crédibilise le... C'est très simple. C'est quand ça ne marche pas, ils le disent. Carrérou, dans les années 60, il y a eu une première tentative de recrutement. Ça ne marche pas. Ils le disent. Ça n'a pas marché. Plus tard, ils essayent de recruter un de mes anciens patrons, Schlosser, qui était chef du service étranger de l'Obs. Ils racontent tout en détail. Ça ne marche pas. Non, ça n'a pas marché. Donc, ils arrêtent, ils le disent. Quant aux informations elles-mêmes, il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas publiées d'ordre privé, sur la vie privée, parce qu'ils cherchent évidemment la vie privée pour pouvoir tenir les gens. Il y a des moments d'ailleurs dans le livre, on a l'impression d'être dans Voici, je ne sais plus quel passage où... Oui, ça c'est avant, c'est pour... Et comment ils l'ont su, ça? Comment ils l'ont su? Par lui. Pourquoi? Juste comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas, il raconte? Mais non. Donc, ils n'ont pas inventé toutes les informations qui sortent sur Hesbourg ou d'autres. Ils ne les ont pas inventées, elles sont vraies. Donc, chaque fois qu'ils ne savent pas, que ça ne marche pas, ils le disent. Ils n'imaginent pas une seconde que les archives vont être ouvertes, ils n'imaginent rien de tout ça. Et donc, pourquoi seulement pour lui, ce serait faux? Juste pour lui. Après, il y a une autre... Parce que tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends ça. Il n'y a aucune raison. Mais moi, et d'ailleurs, quand il s'arrête, pardon-moi un temps, quand Carrérou a compris qu'il s'était risqué vraiment de le faire, puisque les gens de la DST commencent à s'intéresser aux journalistes, ils ont du mal à le joindre, et il raconte, et c'est pas très glorieux, quand ils disent « on était à son bureau, on s'est fait virer comme des malpropres », il le raconte. Il pourrait dire « non, mais on n'en veut plus, il ne nous intéresse plus ».
Donc, ils sont très méticuleux. Alors, il y a un autre cas de figure qui est intéressant, c'est celui d'Albert Paul Lantin, donc que tu décris avec plein de détails. C'est celui qui écrit très très bien. Super journaliste. Un super journaliste. Exceptionnel. Et donc, mais lui, il va à la soupe carrément. Il prend du blé, il est rémunéré. Il fait partie des agents très... Il considère que c'est leur meilleur, oui. Ouais. Et à ce moment-là, donc on est dans quelle année ? On est fin des années 60. Et donc, c'est De Gaulle, après ce sera Pompidou. De Gaulle, Pompidou, ouais. C'est le rapport entre la Russie et les États-Unis. Ouais. Et lui, c'est carrément de la désinformation. Carrérou, on ne l'a pas pris en flagrant délit de désinformer, tandis que Non, il ne demande pas ça à Carrérou. Ce n'est pas un agent. Hein. Non. C'est pas un agent. Il ne demande pas ce genre de choses qui sont trop compromettantes. Il est trop visible, Carrérou, pour le compromettre à ce point. Il est à la télé, il est à la radio tout le temps. Mais Lantin, lui, parce qu'à un moment, je me suis dit... Bon, Lantin comme Clémentin, d'ailleurs, ce sont deux personnages qui sont rémunérés par les services secrets tchèques, qui fabriquent des fausses infos. Ils ne font pas que ça, hein, ils font surtout du renseignement, ils vont chercher des infos. Non, parce qu'à un moment donné, j'essaie toujours de sauver les gens. Moi, tu vois, je me dis... Parce que je me suis déjà retrouvé, journaliste à Libé ou un peu ailleurs, en contact avec des agents ou avec des gens qui viennent te voir, etc. Et il m'est arrivé de déjeuner, de dîner, mais vraiment sur le temps d'un repas, etc. Parce que tu te dis... Mais pas des dizaines de fois par an. Non. Parce que eux, c'est leur cas. Hein. Oui, je sais. Clémentin, c'était 300 fois. Ouais. 300 fois. Il les voyait parfois plusieurs fois par semaine. Pas Carrérou, hein. Clémentin. Mais je pensais aussi à Lantin, le type de l'homme qui écrivait très bien. Pareil. Mais tu te dis qu'à un moment donné, j'essaie de comprendre leur psychologie. Et j'aimerais qu'on parle de ça, parce qu'à un moment donné, quand tu es journaliste et quand tu es mangé par le journalisme, tu te dis, je dîne avec le diable, mais en même temps, je lui soutire des infos, quoi. Enfin, il soutire surtout de l'argent. Il soutire de l'argent. Non, mais certes, le fait d'être payé, d'accord. C'est tout. Mais à un moment donné... Mais il soutire rien du tout. Il soutire rien du tout comme information. Il leur demande pas d'informations. Ouais, mais dans la relation, tu penses pas que tu récupères des infos ? Mais non. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'il sache, ce brave type de la STB ? Il n'en sait rien. C'est pas son job. Son job, c'est de te recruter, de te faire accoucher par tous les moyens. Donc, mais d'ailleurs, dans le compte-rendu, il n'est jamais question d'échange d'informations. Souvent, d'ailleurs, ils disent on parle pas de la Tchéquie parce qu'ils ne sont pas d'accord. Carrérou, il n'est pas d'accord. Ils le disent. Gérard Carrérou ne partage pas les points de vue de la Tchécoslovaquie, en particulier sur les droits de l'homme. Donc, on n'aborde pas le sujet. Mais il y a des moments où... Ils s'en foutent. On se fout de ce que... À partir des années 70, c'est-à-dire après le printemps de Prague, de la situation en Tchécoslovaquie. Qui en a quelque chose à faire en France ? Personne. Mais là, on sait aussi que les Tchèques sont vraiment à la solde de Moscou. En l'occurrence, ils font tout ce que leur dit de faire le KGB. Et surtout, ils demandent à chaque fois. Et là où ces journalistes ont une lourde responsabilité, c'est qu'ils interfèrent dans la géopolitique. C'est-à-dire que quand Moscou veut pas qu'il y ait de rapprochement franco-allemand, quand Moscou veut interférer sur les relations entre la France et la Russie, tu peux raconter peut-être des anecdotes où ça interfère sur le... Oui, par exemple, Clémentin du Canard enchaîné reçoit comme mission d'écrire un faux article qui va enfoncer un coin entre la France et l'Allemagne qui sont en train de se rapprocher. Et pour ça, la STB lui invente un faux testament politique, je ne rentre pas dans les détails, d'un grand homme politique ouest-allemand, qui est un faux complet. Lui fait croire qu'il va à Bonn chercher auprès de ses sources ce testament politique, et il écrit un article dont on voit l'original, en fait, à la STB, écrit par les Tchèques, après, revu à la sauce canard, c'est-à-dire par des formules, etc. Mais c'est le même article publié dans le Canard enchaîné. C'est un faux complet. Alors, en l'espèce, ça n'a pas fait le bruit qu'ils espéraient. Mais et je suis sûr qu'ils continuent aujourd'hui de la même façon. Ils enfoncent des coins. C'est pas du franco de port où ils rentrent dans l'art directement. Ils avancent en crabe. Là, c'est pour diviser la France et l'Allemagne. Il y a la même chose sur la France et les États-Unis, où là, c'est Lantin de l'Obs qui invente, pour lequel la STB a inventé un faux rapport de la CIA
sur le coup d'État en Algérie, je ne rentre pas dans les détails, qui prouverait que le gouvernement français était d'accord pour aller vite, avec le soutien des Américains, contre les Américains. Et donc, ça aurait été censé enfoncer un coup entre les Américains et les Français. Là encore, ça n'a pas marché. Voilà. Et il y a un moment où tu racontes un truc au moment de ce qu'on appelle le Conseil Atlantique, je crois, quand les pays... Oui, c'est le Conseil de l'OTAN, en fait. Et donc, il y a une... Politique. Je cite de mémoire, et donc tu racontes que, je crois que c'est Lantin, qui la possibilité pour les Russes de pouvoir lancer des missiles qui pourraient atteindre les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en orbite géostationnaire et ils peuvent choisir des villes américaines. Et je crois que tu cites, alors je ne sais pas si c'est inventé ou si c'est réel à l'époque, tu cites un type qui dit « mais nous, on ne va pas sacrifier New York et Chicago pour Paris ou Lyon ». C'est le grand débat des années 60 et qui continue exactement le même aujourd'hui. Ouais. C'est le même. Ce qu'on appelle la riposte graduée. À partir du moment où les Russes ont pu frapper du territoire russe les États-Unis, grâce aux fusées, c'était ça la grande peur du Spoutnik. Les Américains n'étaient pas terrorisés du Spoutnik parce qu'il y avait un satellite dans l'espace, mais parce que ça voulait dire qu'ils étaient capables d'aller envoyer une bombe nucléaire aux États-Unis, un missile transatlantique. Je pensais que c'était Lantin qui avait fait un compte-rendu. Oui, alors attends. Et donc, quand il est devenu clair que la Russie pouvait envoyer plusieurs missiles contre les États-Unis directement, la question que se posait le Conseil Atlantique, c'est-à-dire le Conseil de l'OTAN, c'est qu'est-ce qu'on fait s'ils avancent sans frapper avec l'arme nucléaire, juste avec des chars, s'ils avancent en Allemagne. Est-ce qu'on va les taper tout de suite nucléairement? Parce que ça veut dire que les Russes vont pouvoir taper. On peut faire une riposte dite graduée. C'est-à-dire, c'est le même sujet aujourd'hui. On va simplement d'abord frapper par des armes conventionnelles. Mais les Allemands disaient non, parce que c'est trop risqué, il faut taper tout de suite avec l'arme nucléaire. Et les Américains disaient non, on va attendre un peu. Et ces débats-là, pour les Russes, quand Lantin le retranscrit, c'est un débat ultra secret, le retranscrit, et qui va à Moscou, c'est énorme comme information. Lui, il copine, il va beaucoup à l'Élysée, il côtoie... Il est très copain à l'Élysée parce que c'est un personnage extraordinaire, flamboyant, qui a des côtés extrêmement sombres, dont on va parler aussi tout à l'heure. Il était un grand résistant, et ensuite, il a été l'intermédiaire entre l'Élysée et le FLN algérien. Côté FLN. Bon. Et donc, il connaît tous les conseillers de Gaulle, notamment ceux qui étaient pour l'Algérie algérienne, ceux qui étaient les gaullistes dits de gauche. Et il est resté en contact avec eux. Eux, ils n'imaginaient pas une seconde que cet homme-là était un agent de renseignement. Et donc, il lui parlait à peu près comme il lui parlait quand il était l'intermédiaire. Et donc, ils lui disent énormément de choses. Couve de Murville, lui raconte les conseils atlantiques, surtout que c'est un peu anti-américain. Ces gaullistes-là sont très anti-américains. Couve de Murville, qui était Premier ministre de Gaulle. Qui était surtout ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans. Et lui, Lantin, il était à France Observateur à ce moment-là, ou déjà Nouvelle Obs existait? Nouvelle Obs, 64. Non, il était au Nouvelle Obs. Et donc, il était... là, il n'y a pas photo sur le fait que c'est lui, parce que tous ses rapports sont manuscrits, ou la plupart. Et c'est son écriture. Et c'est son écriture. Enfin, il n'y a pas de question. Sa famille ne met pas ça en cause. Et il écrivait plusieurs rapports par semaine, de 10 à 15 pages. Je sais pas si c'est ce que c'est qu'écrire. D'une limpidité, d'une clarté, d'une précision hallucinante. Mais il bossait tout le temps, parce que par ailleurs, il écrivait à l'Obs, et il était reconnu à l'Obs pour sa plume flamboyante aussi. Oui, alors il s'entendait mal avec Jean Daniel, parce qu'il était beaucoup plus à gauche. Il s'est battu contre Jean Daniel et Claude Perdriel, qui était le propriétaire. En 68, il voulait créer des soviets, en gros, et tout ça. C'était pas du tout la tasse de thé de ces gens-là, mais c'est pour ça qu'il est parti. Mais lui, il était un personnage flamboyant. Mais il avait des côtés très sombres, parce qu'en même temps, les gens des services tchèques voulaient des informations précises sur des gens pour pouvoir essayer de les recruter, donc connaître leurs faiblesses. Et donc, sur beaucoup de ces soi-disant amis, il disait celui-là, il a besoin d'argent, celui-là, il participe à des partouzes, celui-là, il est peut-être homo. Et donc, c'était des moyens, à l'époque, pour recruter des gens. Et donc, ça, c'est la partie très sombre de cet homme-là, dans ce qu'il écrit. Et c'est sûr que c'est lui, parce que c'est manuscrit.
Voilà, donc personnage. Oui, non, mais quand on te lit, on se dit, mais quelle était la vie de cet homme, quoi? Parce qu'il passait son temps à écrire, à être sur le qui-vive, parce qu'après, il y a tout le cérémonial et les rites de rencontre. Il change de restaurant tout le temps. Il y a des signes extérieurs pour se voir ou pas se voir. Enfin, c'est... Oui, en permanence. Il les voit plusieurs fois par semaine, à certains moments. Et puis, à la fin, la DST est à ses trousses. Elle va au Nouvel Obs, elle le suit, elle va chez lui, mais les Tchèques s'en aperçoivent, parce qu'ils le protègent. Et en même temps, ils le suivent, ils font les deux à la fois. Donc, ils voient le balai de la DST autour de cet homme-là. Mais en fait, il s'en fout, lui, parce que ça fait 2 ans qu'il travaille en fait pour les Russes. Il travaille pour les services. Oui, il fait la doublette. Oui. Il fait la doublette, la triplette, sans doute. Et après, il disparaît. À un moment, il disparaît à l'hôtel, manifestement, sans doute payé par les Russes, mais ça, j'en suis pas sûr, le GRU, c'est-à-dire service de renseignement militaire des Russes. Donc là, on rigole pas du tout. Et il a ensuite probablement continué avec les Russes. Probablement. Mais ils ont tout fait pour le protéger. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris quand même. C'est que les gens de la STB, les Tchèques, mais j'imagine que c'était vrai du KGB aussi, puisqu'ils ne faisaient que copier ce que faisaient les Russes, protégeaient jusqu'au bout leurs agents. Leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'enfuir, leur donner des faux passeports. Ils les lâchaient pas. Oui, il y a des relations assez fortes. Alors évidemment, il y avait une raison à ça, c'est que du coup, ils n'allaient pas trahir et raconter. Mais enfin, quand même, il y a manifestement un certain attachement. Alors, il y a un autre personnage qui apparaît très tôt dans le livre, et c'est intéressant parce que lui n'a pas cédé totalement à la tentation, c'est Patrick Ollier. Ah, pas du tout, au contraire même. Non, il le raconte très bien. Au contraire. Mais c'est toi qui le démasques. Et alors lui, donc, qui est en couple, je ne sais pas il vit toujours avec Michel Alliot-Marie. Je crois que oui. Bon, c'est un couple célèbre, enfin, il était président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, membre éminent de la droite, etc. Ouais. Et toi, tu le cueilles, et donc c'est la première fois qu'il confesse avoir été approché. Enfin, comment ça s'est passé ? En gros, il a accepté de jouer la taupe, la chèvre. Quand il a compris, au bout de quelques rencontres, que les Tchèques essayaient de le recruter, il est allé voir le contre-espionnage français, tout de suite. Il leur a dit, voilà ce qui arrive. Et le contre-espionnage français, à qui j'ai parlé, aux anciens, ils lui ont dit, écoutez, si vous voulez bien, vous allez essayer de leur soutirer le maximum d'infos, et il le sonorise. Il lui met un micro, et donc pendant plusieurs mois, même 2 ans, je crois, il joue la chèvre. Et donc rapporte des informations sur le fonctionnement, sur comment il recrute. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus d'infos à tirer. Et du coup, les gens de la DST arrêtent le Tchèque et le foutent dehors parce qu'il était sous immunité diplomatique. Donc, ils ne le mettent pas en prison, mais ils le balancent il le renvoie chez lui. Et ce n'est que 25 ans après, quelque chose comme ça, que la DST reconnaît ce qu'il a fait. Il lui donne une médaille qu'il a dans son bureau comme maire de Rueil avec la lettre du patron de la DST pour service rendu, voilà. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vas le voir, donc en décembre dernier, c'est pas vieux, c'est vrai, il te dit, mais personne n'est au courant, même Michel. Il dit, je me souviens même pas si je l'ai dit à Michel. Ouais. Incroyable. Hein. Donc elle va le découvrir en lisant ton livre. Non, mais il s'en tire, et c'est bien parce que tu te dis, bon, mais j'imagine que pour un type comme ça, qui joue pas le jeu des services secrets, d'autres qu'on ne connaît pas, ni toi ni moi, sont compromis. Et là encore, pour dire que pour Carrero dire la vérité, c'est au même moment, les Tchèques le disent. On s'est fait avoir. À la fin, ils comprennent. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Ce type-là, il est en main avec la DST. Alors, il pourrait inventer un truc. Il pourrait dire. 49, j'avais relevé comment ferrer un agent. Je ne sais pas si j'ai. Je ne sais pas ce que c'était. 49. Oui. Non, mais tu expliques. Alors, selon Eman, donc Eman, c'est Lantin. C'est Lantin. Oui, c'est Lantin. Ce modeste secrétaire d'État vaut la peine que la STB s'y intéresse. Ouais. Le principal intérêt donc d'Habib Deloncle, c'est qui lui, C'était un secrétaire d'État à l'Europe ou quelque chose comme ça, mais proche de De Gaulle. Assure-t-il, et que le général, le sachant totalement fidèle et dévoué, et incapable de la moindre ruse ou double jeu, lui fait quelquefois des confidences très précises sur les principales lignes de sa grande politique.
comment le ferrer. C'est là où Eman est quand même, il est assez marrant parce que il dit psychologiquement, il est assez facile de manœuvrer Habib, donc le fonctionnaire, qui possède une mémoire de cheval et une grande capacité de travail, mais qui n'est guère intelligent, en faisant jouer chez lui un ressort fondamental, la vanité. Il dira tout ce qu'il sait, y compris les choses les plus secrètes, pour apparaître important, bien affirmé, etc. Se réjouit son ami Lantin, parce que Lantin est pote avec ce mec. Je disais tout à l'heure. C'est hallucinant. Il est sans foi ni loi, quoi. Il a besoin, il veut de l'argent. Et chaque fois, il y a des primes supplémentaires. Il a des primes. Il balance des mecs, ses copains de l'Obs. Il y a un copain de l'Obs, sans dose. Il fait une notice biographique et les mecs sont pas contents de la STB. Ils disent, il n'y a pas grand-chose. Mais on te donnera 800 francs si tu en donnes plus. Alors, il commence à balancer un peu plus sur son copain. Alors, une réflexion que je me suis faite, si on fait un bond au présent aujourd'hui, c'est quand on voit les blanchisseurs d'infos, les types qui sont fait compromettre, je pense aux journalistes de BFM dans l'affaire du Qatar, ou le Maroc aussi qui soudoie des journalistes, etc. Est-ce que d'après toi, ça perdure ? Est-ce que c'est... Il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas. Il n'y a aucune raison que, en tout cas les Russes, je suis sûr, directement... ou sous un faux drapeau, comme on dit, c'est-à-dire sous quelqu'un d'une autre nationalité que les Russes, parce que c'est quand même... Aujourd'hui, les Russes sont mal vus, mais avec d'autres gens sur d'autres nationalités, manipulent des journalistes français, oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, puis en plus, j'ai pas de preuves. Mais... On voit de temps en temps sortir dans l'actu des affaires de corruption de journalistes, et je pense, moi, qu'il y a des blanchisseurs d'infos, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets d'intelligence qui s'arrangent. Le Fakir, le journal Fakir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, avait sorti cette info des types qui étaient payés par Avisa Partners, qui est un cabinet d'intelligence économique, pour fabriquer des fausses infos au service de pays africains ou au service de... je ne me souvenais pas, mais oui, mais c'est sûr. Qui s'y prêtent, c'est un peu le même système. C'est à ce moment-là qu'ils ont inventé tout ça. C'est les Tchèques qui ont inventé ça avec les Russes dans les années 60. C'est pour ça qu'il y a tant de journalistes dans mon bouquin, c'est que les Tchèques étaient dans le Comecon, dans l'ensemble du bloc soviétique. Les services spéciaux s'étaient un peu répartis les rôles. Et dans la répartition des rôles, les Tchèques étaient particulièrement chargés des journalistes et de la désinformation, avec des fake news. Ils ont inventé les fake news à ce moment-là. Ah oui, je sais, donc c'est les précurseurs à ce niveau-là. Et alors là, j'ai regardé un peu sur Internet les réactions à ton livre, et j'ai vu que la famille d'Albert-Paul Lantin poussait de grands cris en disant « Mais mon père s'est jamais enrichi, qu'est-ce que vous racontez ? On vivait dans un appartement qui était très modeste, Et qu'est-ce que tu... » Alors, ils ne remettent pas en cause du tout le fait qu'il était agent. Dans l'enseignement, ils ne remettent pas en cause tout ce que je dis. Juste un point. Il avait un appartement, il vivait dans un appartement à côté de la Tour Eiffel. Et moi, j'ai dit qu'il était propriétaire. En fait, il était locataire de loi 48. C'est un petit détail. Mais... Voilà, bon. Mais sur le reste, ils ne remettent rien en cause. Ils disent que c'était un homme charmant qui était totalement désintéressé. On peut avoir un point de vue différent. Quelqu'un qui balance, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ses amis et qui fait ça pour de l'argent, on ne peut pas dire qu'il soit désintéressé. Alors, ils disent qu'il donnait probablement l'argent pour la bonne cause. C'est possible. Je n'ai pas de preuve, mais il faut qu'il m'apporte la preuve aussi. Contraire. Voilà. Mais ce qui faisait du renseignement à haute dose, en sortant des informations secret défense, et qui faisait ça pour de l'argent, et qui balançait sur les points faibles de ses copains, ça, j'en suis sûr. Après, sur l'homme lui-même, c'est un brillant journaliste, je ne dis pas le contraire, je ne dis que ça, et qui avait une face sombre, ça c'est sûr. Il y a des choses qui sont quand même assez insupportables. On parlera des attentats, des choses comme ça après, mais quand à la fin des années 80, justement, il y a des dissidents en Tchéquie, des types courageux qui se bagarrent contre Moscou, tu as quand même des Français, policiers, journalistes, ou tout ça, qui vont fabriquer des fake news et en tout cas qui vont infiltrer le monde des dissidents tchèques pour balancer au service secret russe, quoi. Oui, et je raconte dans le livre des clandestins, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés à la fin des années 70, des Tchèques, qui sont envoyés par la STB en France, comme agents dormants. Voilà, ils sont soi-disant des opposants, des dissidents. En fait, ils ont réussi à créer une légende, comme on dit, de dissidents. Et donc, ils rentrent, ils sont très vite naturalisés français. Mais en réalité, ils ne sont pas dissidents. Au contraire, ils sont là pour venir espionner. Il y en a un qui est embauché à la Société Générale
Il fait une belle carrière à la Société Générale et en même temps, il travaille contre le grand opposant tchèque de l'époque, en dehors de Havel, opposant à l'étranger, qui vit en France et qui a une revue qui s'appelle Témoignages. Et cet homme qui, le jour, est un respectable banquier à la Société Générale, va poser des micros dans les locaux de ce magazine de dissidents tchèques. Et il y en a un autre qui vit à Dijon, qui est toujours vivant, qui lui faisait pas grand-chose. Il était surtout chargé, à la fin, en cas de guerre nucléaire, parce qu'en fait, ce qu'on a découvert après la chute du mur, c'est que les Soviétiques étaient terrorisés. C'était eux qui avaient peur, c'était pas nous. Ils étaient terrorisés d'une attaque en premier des Américains. Ils pensaient que les Américains allaient frapper en premier avec l'arme nucléaire. Et un de ses jobs, à cet agent dormant, était de repérer tous les signes précurseurs d'une attaque pour avoir nucléaire, lieu. Ouais. Alors il faut sûr qu'ils allaient prévenir les Français, donc les Français allaient mettre en alerte. Donc ils cherchaient tous les signes d'alerte. Dans certains pays, ils suivaient, aux États-Unis par exemple, ils suivaient les dignitaires religieux, parce qu'ils étaient convaincus qu'avant de frapper, le président américain allait prévenir les dignitaires religieux qui iraient se planquer. Donc il fallait suivre les dignitaires religieux. Et au jour où ils iraient se planquer, ça voudrait dire qu'ils allaient frapper. Ils sont devenus fous. Les Russes, et donc tous les services de renseignement des pays de l'Est. Alors, on est, en lisant le livre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de agent dormant ou agent cupide Eux sont des officiers. Eux, ce sont des gens qui appartiennent ils sont venus en France pour infiltrer. Ça, ce sont des officiers de renseignement. Mais c'est là où je me suis rendu compte. D'ailleurs, tu parles à un moment donné. J'aimerais qu'on parle d'un couple de hauts fonctionnaires et de policiers, les Lecomte. Ah oui. Ouais. Oui. Mais là, tu dis Lecomte. Il dit c'est une personnalité complexe, très attirée par l'argent. Il semble aussi convaincu par la cause révolutionnaire. Il va jusqu'à défendre l'héritage de Staline. Le 26 avril 68, alors que Prague vit son printemps, il se dit très inquiet de la situation dans le bloc de l'Est. Il estime que le PC tchécoslovaque joue avec le feu et qu'un régime bourgeois pourrait remplacer le communisme. Ça, c'est les Tchèques qui parlent. Ouais, rapporte son officier traitant qui ajoute « Je me suis rendu compte que son éducation jésuite ressortait. Il a besoin de croire », ce qui est assez drôle d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les motivations de ces agents, y compris français qui sont, qui vont être captés par les services secrets tchèques, tu as la motivation politique. Idéologique, oui. Tu sais, les Américains parlent de 4 motivations principales. Ils résument ça par MICE, M-I-C-E. Monnaie, idéologie, compromission, le sexe la plupart du temps, et l'ego, la vanité. Chez certains, la vanité est très importante, surtout parmi les premiers dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous faites quelque chose de très important pour la paix. Le rapport que vous nous avez envoyé, là, on l'a envoyé tout de suite à Prague, il l'a envoyé à Moscou, et du coup, on a pu réorienter notre politique étrangère vers le sens de la paix. Donc, ils se sentent valorisés. Et ça marche chez certains. Lui, le comte, lui, c'est idéologiquement... Il est mort, hein. Il est mort, et sa femme aussi, je crois, oui. Mais il n'y a pas photo non plus, parce qu'il n'y a pas photo sur lui. Ils n'ont jamais été découverts. Alors si, ils ont été découverts, mais... ils n'ont jamais été ennuyés, en tout cas. Si. Ben, si, ils ont dû, à la fin, mais ils n'ont pas été en prison. Non, parce que politiquement, ce n'était pas possible. Raconte un peu l'itinéraire de ces Lecomte. En partant de l'attentat dans le Bas-Rhin, là, qui est attribué à des nazis, c'est assez mystérieux. Alors, et ça montre comment on manipule l'information, etc. Oui, alors, c'est semble-t-il, le premier attentat, fake, pour être attribué à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas le premier, il y en a eu d'autres, mais premier de la guerre froide. En 1957, je crois, il y a une bombe qui explose au domicile du préfet à Strasbourg, et c'est sa femme qui est tuée. Et on voit, il est revendiqué, en gros, pour aller très vite, par des néo-nazis. Le but, comme je disais tout à l'heure, c'était, au moment où la France et l'Allemagne allaient signer un truc, le but était d'enfoncer un coin entre la France et l'Allemagne. Ça a marché, il y a eu des enquêtes, on a cherché pendant les groupes néo-nazis. En réalité, c'était des Tchèques, à la demande des Soviétiques, qui avaient inventé tout complètement, qui ont fait croire à la création d'un groupe néo-nazi qui était créé par eux, pour non pas tuer, parce que ça a été
un mauvais hasard que cette femme ait ouvert le collier. Que cette femme ait ouvert le collier à ce moment-là. Elle n'aurait pas dû être tuée, mais ça aurait dû être des hommes, ça aurait dû être des Français et des Allemands, et le préfet. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, un peu plus tard, que Lecomte, qui est donc un des conseillers du préfet de police de Paris à l'époque, c'est M. Papon. Oui. Et après, ce sera Grimaud. Il est proche des communistes. Mais il n'est pas membre du Parti communiste, il est proche des communistes. Et à travers un communiste qui ensuite sera maire d'une grande ville, il est présenté à ce Tchèque, qui sera son officier traitant pendant très longtemps, qui se présente évidemment pas comme officier traitant. Il se discute, il se papouille, et au bout d'un moment, il comprend, le Tchèque, que le Français est d'accord parce qu'il a besoin d'argent. Beaucoup d'argent, parce qu'il a des enfants. Je ne veux pas rentrer dans les détails personnels, parce que je pense qu'ils sont encore vivants. En tout cas, il a besoin d'argent. Et donc, le deal, c'est vous nous donnez tout ce qui se passe, tout ce qui passe par votre bureau. Or, cet homme, il est l'espion parfait. C'est-à-dire que, comme disait Le Carré, c'est-à-dire quelqu'un, il est invisible, il est dans le bureau des conseillers du préfet, ils sont 5 ou 6, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, et en même temps, c'est lui qui reçoit toute la correspondance de la DST, du contre-espionnage, et du SDEC, l'espionnage français, destiné au préfet. Donc, beaucoup d'informations. Et lui, il prend tout. Il balance tout. Il va chez lui, ils lui ont donné un appareil photo, il prend tout en photo, tout. Sa femme prend les films, et toutes les semaines, retrouve sur un quai de métro toujours différent un envoyé tchèque qu'elle croise à la descente. Lui descend de la rame, elle monte. Très vite, subrepticement, elle lui donne les films et lui donne 1000, 2000, 5000, 6000 francs, ce qui était énorme à l'époque. Hop, dans sa poche, ni vu ni connu, c'est embrouillé et c'est parti. Et c'est comme ça tous les mois. Et ça a duré 12 ans. Et donc, il a donné des informations colossales. Il donnait tous les rapports, les notes blanches des RG. Je sais pas si tu vois. Et en fait, il se fait repérer à l'arrivée de Václav-Havel, non Non. Il se fait repérer bien avant, mais les Français croient qu'il travaille encore pour les communistes, qu'il a travaillé un peu pour les communistes dans les années 50. Et puis, quand ils comprennent qu'il travaille pour les Tchèques, il y a dans les mémoires du patron de la DST de l'époque, une recension de ce qui s'est passé à propos de cet homme-là, sans qu'il dise son nom. Hein. Et le patron de la DST fait comprendre que, politiquement, les Français ne veulent pas que ça se sache. Ils ne veulent pas que ça se sache. C'est surtout le patron de la DST qui n'a pas envie que ça se sache. Si, lui, les proches le supérieur hiérarchique de Lecomte. Oui, parce que lui, à la préfecture, à la PJ, etc., ils ne veulent pas, et puis le ministère de l'Intérieur, d'une manière générale, les autorités françaises rechignent toujours à dire que la France est infiltrée, puisqu'elle est accusée par les Américains en par d'autres d'être trop proche, le gaullisme, d'être trop proche des Russes. Donc, chaque fois qu'il y a un élément qui peut faire penser que la France est infiltrée, et elle l'est comme tous les autres, ils font un truc, ils le nomment ailleurs, dans un endroit où il n'y a pas de secret, et il est protégé, et il termine sa carrière. C'est extraordinaire, cette affaire. Dans les années 80, comme patron des Bleus. Les Bleus, c'est l'organisme chargé des SDF à Nanterre. Oui, c'est comme une rédemption pour lui, oui, c'est ça. Il devient gentil à la fin. Et il y a un portrait de lui dans Le Monde comme refondateur des Bleus, donc les lieux où sont soignés, les vieux SDF peuvent rester. Voilà, manifestement, il a refait quelque chose qui a de la gueule. Il l'appelle le saint laïque. Alors qu'il a touché des dizaines de milliers de francs de l'époque, des ennemis. Il est en pénitence, il fait le bien sur la fin de sa vie. Mais d'ailleurs, quand on l'entend, parce qu'on l'entend, c'est ça qui est formidable dans les rapports, on l'entend parler,
c'est pas un mauvais bourg. Non, mais C'est juste un traître, mais il n'est pas un mauvais il bourg. est traître, mais il croit au communisme, il croit, même en Staline, ce qui est quand même... Oui, ce qui est un peu... Bon. Alors, grâce à lui, donc son nom de code, c'est Samo, là. Ouais. Il récupère toutes les notes blanches des RG et de la DST. Ouais. Et alors, il y a un passage qui, moi, m'a amusé, c'est quand tu dis, d'après ces notes blanches, une speakerine très en vue aurait des relations homosexuelles tarifées avec des filles du bois de Boulogne. Ouais. Le rejeton d'un leader communiste serait lui aussi homosexuel et fréquenterait des bars pour invertis. Sauf qu'à l'époque, c'était pas connu. Alors maintenant, on sait que cet homme-là, je vais quand même pas dire son nom, est homosexuel, et grand bien lui fasse, mais à l'époque, c'était vraiment... Ils se servent de ça. On a l'impression d'être dans Dossier 51, le film de Deville. Concernant la nomination de Dominique Auffal à l'Organisation pour le développement des échanges Nord-Sud, entre parenthèses, l'Audince. Nous vous chargeons de recueillir tous éléments d'information sur Dominique Auffal. Un consul du Venezuela fait l'objet d'une plainte pour attentat à la pudeur. Un représentant de la Ligue arabe déroberait l'argent de son mouvement pour s'offrir des week-ends torrides avec sa secrétaire. Un fonctionnaire de l'ONU de nationalité tchèque soupçonné d'être un espion a été mis sur écoute. Ça, c'est très important pour les Tchèques, comme information. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un type qui est un de leurs officiers espion pour l'OTAN. Qui est surveillé. Un officier de l'OTAN perdrait de l'argent dans des cercles de jeu, etc. Là aussi, lui, on peut aller le recruter. Donc c'est énorme ce qu'il donne comme info. Plus grave encore, le policier français photographie un rapport secret de 180 pages sur la colonie tchécoslovaque en France avec les noms, les adresses des opposants au régime communiste. C'est là où ça devient... il donne tout. Hein. Ce mec est... Ah ben quand il commence, tu t'arrêtes plus. C'est ça l'ignominie du renseignement. Alors, il y en a un autre à la fin du livre dont tu parles, et moi je me souviens très bien de lui, c'est Claude Estier. Ah, mais je croyais qu'il allait dire Paul-Marie de Lagorce. Non, mais Paul-Marie, il y a Paul-Marie de Lagorce, je voudrais encore parce que lui était très connu, Paul-Marie. Ouais. Bon, il était journaliste à la télévision. À la télévision, à la radio. Service public, etc. À la radio. Et donc, Paul-Marie de Lagorce, avant de parler de Claude Estier, on se souvient tous, on mettra son visage, on le reconnaît. Et lui, donc pareil, il est... Alors lui, ça commence par les Tchèques, et après c'est les soviétiques. C'est le GRU soviétique. Dans des archives russes sorties par un opposant, il y avait un nom de code qui lui ressemblait à lui. C'était à peu près clair, mais là, j'ai la preuve par des documents en russe où les Tchèques demandent aux Russes, comme ils font à chaque fois, est-ce que lui, on peut le recruter ? Il dit non, lui, vous ne touchez pas parce qu'il travaille chez nous depuis 2 ans. Ah oui. Et voilà, donc lui, c'est définitif. On sait que Paul-Marie de Lagorce était un agent du GRU. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on reste un journaliste ? Payé. Bah, quand tu es payé... Non, mais je veux dire, dans ce qu'il a produit comme contenu à la télévision, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fait du fake news ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça paraît difficile, mais j'en sais rien. Alors, Claude Estier, lui, son nom de code, là, les gens ne se souviennent plus de Claude Estier. Est-ce que tu peux... Claude Estier, c'était un grognard de Mitterrand, très proche de Mitterrand, qui était patron des sénateurs socialistes, qui n'a jamais été ministre, et on soupçonnait que c'était pour cette raison-là. C'est-à-dire que Mitterrand, alors qu'il était un des principaux conseillers de Mitterrand pendant la campagne électorale en matière de politique étrangère, il n'a jamais été nommé à un poste opérationnel, sans doute parce que Mitterrand savait qu'il était trop proche de certains services. Donc, personnage, il a été journaliste au Nouvel Obs. C'est un repère d'espion, quand même, le Nouvel Obs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je n'assume pas, hein, mais bon. Et donc, lui a travaillé dans les années 50, 60. Il se faisait recruter par les Tchèques. Les Russes disaient maintenant on le veut. Puis les Russes le balançaient, les Tchèques le reprenaient. Puis après, il est passé aux Bulgares, aux Roumains. Pour les Roumains, je ne sais pas, mais pour les autres, il était agent, mais il n'a jamais été payé. Il refusait toujours d'être payé, en disant « si je suis payé, je serai totalement dépendant de vous ». Voilà. Drôle de personnage, c'est pas très clair. C'était quoi sa motivation ? On ne comprend pas en le disant d'ailleurs. Non, on ne comprend pas bien. Peut-être qu'il s'emmerdait un peu, hein, il y a un côté adrénaline. Parce qu'il était quand même conseiller très proche de Mitterrand, pour tout ce qui était diplomatie, etc. Ouais. Alors, est-ce qu'il croyait que c'était mieux de passer par les services que passer par les diplomates normaux ? En même temps, il savait que c'était des gens des services, il allait les voir clandestinement. Je ne sais pas, c'est un mystère. Et est-ce que... Chaque fois, il précise bien, il refuse d'être payé. Donc, là encore, hein, ils disent la vérité.
Ils disent, là, on est embêté parce que du coup, on est coincé, on ne peut pas le tenir. J'ai vu qu'ils font du cristal de Tchécoslovaquie, ils n'arrêtent pas d'enfiler, quoi. Et à un moment, ils veulent en donner un, je crois, à Estier, mais ils disent, on voulait prendre celui qui était destiné au mec du canard, mais on lui avait déjà donné au mec du canard. Il y a un autre journaliste compromis, c'est André Ullmann. Ouais, ça c'est pas une découverte. Hein. Non, mais enfin, moi, je connaissais pas l'histoire. Ça, on savait, tu peux décrire un peu qui André Ullmann, c'était un mec qui était, semble-t-il, il était membre secret du Parti communiste. Il avait créé, c'était un grand journaliste aussi, qui avait racheté dans les années 50, fin des années 40, la Tribune des Nations, qui était un petit journal, mais qui était très influent parmi les diplomates du monde entier. La France, à l'époque, était une grande diplomatie, une très grande. Elle avait encore les colonies, etc. Donc, c'était l'Empire. Et son canard était payé par le KGB, tout simplement. Carrément, totalement. Mais il n'a jamais été embêté. Il y a un square à Paris qui porte son nom. Et j'imagine que les archives du GRU ou du KGB, personne n'y a... T'imagines, si les Tchèques, déjà, ont réussi à recruter ces gens-là, t'imagines le GRU et le KGB. Ça doit être dingue. Est-ce que d'autres pays de l'Est, on peut avoir accès à des archives, à ta connaissance ? Pas l'Allemagne de l'Est, ils ont tout détruit. Les pays baltes, peut-être, un peu ? Alors, les pays baltes, oui, mais c'était l'Union soviétique. Donc, ça dépendait, c'était le KGB. L'Ukraine, pareil. Et est-ce qu'à ta connaissance, il y a eu une sorte de service en France, parce que on voit que c'est pas des cas isolés, quoi, qu'il y a vraiment un système qui est mis en place. Est-ce qu'il y a du contre-espionnage ? Est-ce que les Français se sont beaucoup prémunis contre ça ou pas du tout ? Ah ben si, il y avait des grands. La DST était un service, et toujours, enfin maintenant qui s'appelle DGSI, un service important. C'est eux qui ont réussi à recruter l'agent Farwell. Tu te souviens, ça a donné un film. Oui, bien sûr. C'est eux, non pas le service d'espionnage, mais c'est du contre-espionnage qui ont manipulé la source, qui ont traité la source Farwell. Ils ont arrêté pas mal de gens quand même, mais beaucoup moins que ce qu'ils auraient voulu, disait-il à l'époque, parce que politiquement, on ne leur donnait pas le droit, pas vraiment. Et donc, ils étaient considérés, je crois, comme étant un bon service de contre-espionnage. Et après 89, donc quand tu arrives avec la Wawel, etc., tout s'arrête ou ça continue, tu crois ? Les Tchèques, les Tchèques, ils s'arrêtent sur la France. Enfin, je ne sais pas s'ils s'arrêtent, mais je ne vois pas tellement l'intérêt. Peut-être au moment où ils vont rentrer dans l'OTAN, où ils veulent rentrer dans l'OTAN pour savoir qui désinformait ou qui manipulait pour que la Tchéquie rentre dans l'OTAN. Mais enfin, je pense qu'ils avaient intérêt à retourner toutes leurs opérations vers Moscou, contre Moscou. Écoute Vincent, merci pour ce bouquin, La salle de Moscou. Merci à toi. Il est pas très, il fait 180 pages, ça se lit vite, ça se lit bien. Ce qui est toujours bien avec tes bouquins, c'est que d'abord il n'y a pas de gras, c'est très bien écrit et tout est vrai. Enfin, tout est vrai. C'était le cas avec la mafia d'État et c'est le cas avec La salle de Moscou. On peut savoir sur quoi tu fouines en ce moment je réfléchis à plusieurs sujets. Les Américains, j'aime bien les Américains aussi. J'aime bien travailler sur les Américains. On me reproche souvent en disant « Tu as fait la salle de Moscou, pourquoi tu ne fais pas la salle de Washington ?» Je l'ai fait beaucoup dans mon premier livre. Tout premier livre, c'était sur... Puis dans tes papiers de l'Obs aussi. Oui, beaucoup. Peut-être, je ne sais pas. J'hésite encore. Et là, tu as quitté donc, le Nouvel Obs, tu es un jeune retraité, ça fait quelques mois. Est-ce que ça te manque ou comment tu lis Non, c'est fini le journalisme dans une rédaction. D'accord. Je pense que c'est la beauté de la nature. À un moment, tu arrives à un âge où tu dois plus être dedans, mais c'est bien. D'accord. Tu n'y es plus. Bon, écoute, on se donne rendez-vous, on espère avant 1 an et demi ou 2 ans. Donc, avec plaisir. Et merci beaucoup merci à toi, Denis. Merci. De ce livre. Et puis, longue vie et bon travail à toi, quoi. Salut. Merci, Denis. Au revoir à tous. N'oubliez pas qu'il faut vous abonner à Blast pour qu'on puisse continuer à travailler, à faire ces entretiens et puis à recevoir des Vincent Jauvert dans l'avenir. Salut à tous et merci.